invités ici présents. Je voudrais saluer le maire Akosi Bengo, monsieur le maire soit salué. Je voudrais saluer l'éminent professeur Pierre Kipré, l'ambassadeur. Soit salué professeur. Je voudrais saluer monsieur le directeur de cabinet du président du COGEP. Je voudrais te saluer. Je voudrais saluer. Avec les masques là, on ne reconnaît plus. Je voulais saluer le ministre Eric. Monsieur le ministre, soit salué. Monsieur le ministre Issa Malik, je voudrais te saluer. Je voudrais saluer le président des artistes de Côte d'Ivoire, Gadi Seli, évêque Denis, soit salué. Je voulais saluer tous mes différents collaborateurs. Je voulais saluer mon très cher frère et ami, le président Pascal Lobo. Je voudrais te saluer tous mes collaborateurs politiques et professionnels. Je voudrais saluer la presse ici présente. Merci pour votre présence. Je voudrais saluer mon très cher frère et ami Bass. Merci pour ton intervention. Merci d'être là. Salut l'éditeur. Merci pour d'avoir accepté de pouvoir éditer ce livre. On a eu beaucoup à travailler dessus, merci. Et terminé par le professeur Makatu. Professeur, je voudrais te saluer, je voudrais te dire merci pour l'entretien que nous avons mené. Merci de m'avoir donné l'opportunité de ressortir des aspects de ma vie que je n'aurais pas pu personnellement évoquer de façon publique. Merci pour ta patience, parce que souvent il y avait des questions sur lesquelles, non, ça j'en parle pas, mais avec beaucoup de patience, réussi à me faire parler de ces aspects. Je voudrais vraiment te dire merci pour cela. Merci pour le temps que tu as pu accorder. 2 mois de droit de la Côte d'Ivoire. Le titre du livre, en fait, va guider mon intervention. J'ai pris du temps, j'hésitais entre rédiger un discours ou intervenir comme mon cœur, je pense. Jusqu'à encore ce matin, j'étais en train de rédiger parce que je me dis, bon, c'est un dîner de presse, tu reçois la presse, tu ne dois pas faire d'erreur. Ils vont guetter tous tes mouvements, tout ce que tu diras, ils vont titiller, plaque-toi un discours, mot pour mot. Et après, je me suis dit non. Je me suis dit non parce que, en réalité, ce livre, Entretien, est ce que mon cœur pense. Est-ce que je pense? Je peux avoir raison comme ne pas avoir raison. Mais le plus important, c'est de dire ce que je pense. Merci Farid d'être venu de Londres pour venir m'accompagner. Merci cher ami. De moi, qu'est-ce que je peux dire? Il est difficile de parler de soi. Je suis Stéphane Kipré. Je suis un Ivoirien. J'ai 40 ans. Je suis né d'un père BT de l'ouest de la Côte d'Ivoire, père à son âme, qui vient de Daloa. Je suis né d'une mère baoulée, du centre de la Côte d'Ivoire, précisément de Boaké, de père de Yamoussoukro. Donc je suis d'un mélange, mais d'un mélange d'Ivoiriens. Et je pense que ce mélange-là m'a permis de comprendre la Côte d'Ivoire, de comprendre que au-delà de tout, l'amour peut dépasser les barrières. Je suis de ce mélange-là qui souvent m'amène à me poser des questions de savoir si il doit avoir des histoires en Côte d'Ivoire entre les Bété et les Baoulés. Où iras-tu? Je suis de ce mélange-là qui, parce que ma mère m'ayant eu jeune, elle me laissait souvent à des voisins. Ici on les appelle les nounous,
à des voisins. Et donc, j'ai grandi dans une cour de Djoula, du nord de la Côte d'Ivoire. J'ai grandi avec des Djoula. Je me rappelle encore très jeune, on jouait tous ensemble. Et il y a la particularité, et mon ami et frère Gabi pourra me dire, de chez les Djoula, quelle que soit l'heure, quand tu arrives là-bas, il y a toujours à manger. Et je me rappelle, souvent, à midi, je me retrouvais à manger chez les Djoula. Je me suis vu accompagné à l'école par Tanti Mariam. Et donc, si la Côte d'Ivoire doit brûler, je me pose la question de savoir, est-ce que je serai avec les BT de par mon père? Est-ce que je serai avec les Baoulés de par ma mère? Ou est-ce que par gratitude, j'irai avec les Djoula parce que je dirais que j'ai grandi dans les cours de Djoula. Et ce mélange-là m'a beaucoup poussé à la réflexion. C'est moi, Stéphane Kipré. J'ai entendu beaucoup de choses. Je continue d'entendre beaucoup de choses. Mais dans le moi, ce que je reconnais, c'est que j'aime la Côte d'Ivoire. J'aime la Côte d'Ivoire parce que mon parcours académique est parti de Côte d'Ivoire. J'ai fait tout mon parcours maternel, l'école primaire en Côte d'Ivoire. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir une bourse d'études, sport-études, pour faire du basket. Et je me suis retrouvé en France. Je me suis retrouvé en France à Maurienne Basket Club à faire du basket en sport-études. Donc, j'ai eu une éducation en France. Et ce même parcours académique m'a conduit aux États-Unis, où j'ai été à l'université, où j'ai travaillé pour payer mes études, où j'ai appris l'ouverture américaine. Donc, par mon parcours académique, je me définis comme un citoyen du monde. Parce que j'ai reçu de l'éducation de tous. Si les Français doivent enlever ce qu'ils ont planté en moi en termes d'éducation, je perds une valeur. Si les Américains doivent enlever en moi l'opportunité qu'ils m'ont appris de pouvoir faire l'adéquation formation-emploi, je perds une valeur. Mais si la Côte d'Ivoire doit retirer de moi la base éducationnelle, je perds une valeur. Je suis un citoyen du monde, mais issu de la Côte d'Ivoire. C'est ce que mon parcours académique m'a permis d'avoir. Je me bats de garder un parcours professionnel. Je me bats de garder une identité professionnelle. Je suis quelqu'un qui a compris que à un moment donné de la vie, la formation ne doit pas nous s'écarter de nous. J'ai travaillé très jeune. J'ai commencé à travailler, j'avais 20 ans. Comme on le dit, j'ai gagné ma vie, j'ai commencé à gagner ma vie. Je suis entré en Côte d'Ivoire, j'ai commencé. Mais à un moment donné, j'ai été, avec le parcours professionnel que j'avais, je me suis retrouvé à me poser la question, bon parcours professionnel, bon positionnement, mais il y a quelque chose qui me manquait, de parachever ce parcours professionnel. Je profite de mon exil, je repars à l'école, j'obtiens mon MBA à la Sorbonne. Pour dire que j'ai toujours voulu garder cette casquette-là de chef d'entreprise. Je suis financier de formation. Je travaille sur les marchés financiers. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'état de la bourse, me retrouver ici, c'est beaucoup d'efforts, avec tous les crashs que nous avons connus ces 2 derniers jours. Mais encore une fois, la politique, qui est un pan de moi, m'appelle au service et m'oblige à laisser au devant de la porte les chiffres des marchés financiers. Je travaille, j'ai une entreprise, et pour résumer, si je dois parler de mon parcours professionnel, le travail qu'on fait, c'est de pouvoir créer des opportunités, investir, revaloriser, observer, faire des prises de participation, des achats d'actifs, le développement d'actifs miniers, et pouvoir créer de la plus-value. Créer de la plus-value. Prendre bas, vendre haut. Rajouter de la plus-value. Rajouter qu'est-ce que nous pouvons apporter. Prendre une entreprise qui est en train de s'écrouler, la restructurer et la mettre sur les rails. Donc bâtir.
J'ai compris de mon parcours professionnel que bâtir est quelque chose d'important. J'ai compris de mon parcours professionnel que tu peux être aujourd'hui en bas et te retrouver en haut avec une rigueur. Et je me bats de garder ce parcours professionnel-là comme une identité. Mais parler de moi, sans parler de l'aspect politique de moi, c'est retirer encore une fois un pan de moi. La politique fait partie de moi. La politique m'a été inculquée, où j'ai découvert la politique, mais sa fonction l'a conduit à travers toute la Côte d'Ivoire. Il a été au nord, à Tengrela, au fin fond de la Côte d'Ivoire. Il a été au centre, à Dimoko. Il a été à Odiene. Il a été à Beauville. Il a été à Béoumi. Il a été à Boaké. Mais suivre son père à travers toute la Côte d'Ivoire a développé en moi la connaissance de la Côte d'Ivoire. J'ai appris les traditions de la Côte d'Ivoire. J'ai appris les cultures des Ivoiriens. J'ai appris à connaître le fin fond de la Côte d'Ivoire. J'ai appris à voir qu'en Côte d'Ivoire, il y a des cultures qui ont des alliances. J'ai appris à voir qu'en Côte d'Ivoire, nous vivons en intelligence. Donc, le parcours professionnel de mon père a développé en moi l'amour, même jeune, sans savoir, mais de ce pays-là, qui est la Côte d'Ivoire. Mais tu peux être amoureux de ton pays, mais ne pas forcément faire de la politique. Qu'est-ce qui m'engage en politique? Pourquoi je décide de faire de la politique? Pourquoi un jeune homme qui a 24 ans, après 10 ans, plus de 10 ans passés à l'extérieur, France, États-Unis, rentre en Côte d'Ivoire, dans l'ambition de créer une entreprise, dans l'ambition de pouvoir s'installer, décide de s'engager en politique? La première des choses qui me pousse à m'engager en politique, c'est ce choc, quand tu rentres après 10 ans, de voir que des gens qui, comme toi, sont partis à l'école, qui étaient les plus brillants, pendant que vous étiez à l'école, quand tu les rencontres, la question que tu leur poses, comment ça va, vous parler de la vie, et quand il arrive sur l'aspect professionnel, il te parle de son parcours académique avec les doctorats, avec les maîtrises, mais quand tu lui poses la question, alors tu fais quoi? Silence. Alors tu fais quoi? Je suis paré de diplôme, mais depuis, comme on le dit à Abidjan, je me cherche. Tu te poses la question de savoir, mais n'était-il pas c'était pas celui-là qui était le premier, qui avait le diplôme avec la mention, qui était celui qu'on regardait tout le temps? Mais pourquoi? Quand tu croises un autre jeune, tu lui dis, mais qu'est-ce que tu veux faire? Le seul rêve qu'il a, c'est de pouvoir aller se chercher dans l'Occident. Mais qu'est-ce qui peut conduire un jeune Ivoirien, avec toute sa capacité, avec tous ses diplômes, te poser le seul problème de chercher à partir, obtenir un visa? Je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Mais nous sommes quand même en 2004 quand je rentre. En 2004 quand je rentre, j'ai 24 ans. Nous sommes jeunes. Nous sommes 70% de la Côte d'Ivoire. Parce que la jeunesse ivoirienne représente 70% de la Côte d'Ivoire. Mais c'est 70% de la Côte d'Ivoire. Si chacun doit partir, si chacun doit rester chez lui, si chacun n'a pas la possibilité de pouvoir s'occuper de soi, mais où va notre pays? Où va la Côte d'Ivoire? Mais en 2004, quand tu regardes, quand tu allumes la télévision, quand tu regardes sur les médias, on parle de quoi? On parle de crise, on parle de tout ce qu'il fallait, une tension entre l'armée française et la Côte d'Ivoire, on parle de coup d'État, on parle de tout sauf la réalité des Ivoiriens. On parle de tout sauf le fait qu'il y a des Ivoiriens qui ont des diplômes qui n'arrivent pas à manger un seul repas. Je me suis rendu compte que la politique a changé. Alors que la pensée, la vision que j'avais de la politique, c'était de pouvoir s'occuper de son peuple. Il fallait revenir en politique pour essayer de ramener la politique à la réalité des choses. Il fallait un engagement parce que
Nous critiquons tous, mais nous restons en dehors. Il fallait repenser la politique ivoirienne. Mais est-ce que on peut penser la politique d'un pays sans connaître les habitants de ce pays? Donc, dans ce livre, ce que je fais, quand je finis de parler de moi, je parle de celui qui m'intéresse. Je parle de toi, je parle de l'Ivoirien. L'Ivoirien. Il faut connaître l'Ivoirien. Tu ne peux pas ambitionner, tu ne peux pas avoir une vision pour un pays. Tu ne peux pas parler d'un pays sans connaître ses habitants. Il faut connaître les Ivoiriens. Les Ivoiriens qui rigolent avec tout. Les Ivoiriens qui aiment la fête. Les Ivoiriens qui ont la joie de vivre. Mais il faut comprendre que les Ivoiriens ne sont pas... Il n'existe pas un stéréotype d'Ivoirien. Il n'existe pas un seul type d'Ivoirien. Il existe plusieurs types d'Ivoiriens. L'Ivoirien du Nord n'est pas forcément par sa culture et sa religion comme l'Ivoirien du Sud. L'étudiant d'aujourd'hui n'est pas comme l'étudiant d'hier. Le paysan n'a pas le même problème que le fonctionnaire. Donc, pour pouvoir penser Côte d'Ivoire, pour pouvoir faire une proposition aux Ivoiriens, apprends à connaître les Ivoiriens. Et j'ai appris à connaître les Ivoiriens. J'ai cherché à connaître les Ivoiriens. J'ai appris, je me suis mis dans la peau de l'étudiant ivoirien. Je me suis mis dans la peau du paysan ivoirien. Je me suis mis dans la peau du fonctionnaire ivoirien. Je me suis mis dans la peau du médecin ivoirien. Pour chercher à savoir, mais quel est cet Ivoirien-là? L'exil m'a permis de me mettre dans la peau de l'Ivoirien de la diaspora. L'Ivoirien de la diaspora qui vit dans la diaspora, mais avec ses cultures. J'ai participé à plusieurs fêtes culturelles. J'ai participé à des cérémonies comme si tu étais au fin fond de la Côte d'Ivoire. J'ai compris que l'Ivoirien de la diaspora est attaché à son pays. Beaucoup ne connaissent pas les Ivoiriens. Beaucoup prétendent faire la politique en Côte d'Ivoire sans connaître les Ivoiriens. Voilà pourquoi ils pensent que l'Ivoirien est passif. L'Ivoirien n'est pas passif. L'Ivoirien est patient. L'Ivoirien n'est pas passif. L'Ivoirien est celui qui aime la paix. Mais l'Ivoirien n'aime pas une chose. Quand l'Ivoirien se décide, l'Ivoirien ne s'arrête pas. Voilà pourquoi quand je vois les agissements de certains hommes politiques en Côte d'Ivoire, je dis ceux-là, ils ne connaissent pas les Ivoiriens. Mais l'Ivoirien est celui qui pardonne. Avec un Ivoirien, tu te disputes aujourd'hui. Après, comme on le dit, Dieu laisse ça. On laisse. Donc l'Ivoirien n'est pas quelqu'un de rancunier. L'Ivoirien ne peut pas garder pendant 10 ans rancune contre un autre Ivoirien. C'est pas nous, c'est pas l'Ivoirien. C'est pas l'Ivoirien que moi je connais. C'est pas mon compatriote, c'est pas mon ami, c'est pas mon frère. Cet Ivoirien-là, j'ai appris à le connaître et je parle de lui. Mais nous avons tous une chose en commun, la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien qui aime la Côte d'Ivoire, comme j'aime la Côte d'Ivoire, je ne prétends pas aimer la Côte d'Ivoire plus que tout le monde. Mais la Côte d'Ivoire que je connais, avec ses 322 000 km², la Côte d'Ivoire qui est le premier producteur de cacao, la Côte d'Ivoire qui est le 3e producteur mondial de café, la Côte d'Ivoire avec la noix d'acajou, la Côte d'Ivoire avec l'EVA, la Côte d'Ivoire avec le pétrole, la Côte d'Ivoire avec l'or, le diamant. Mais comment cette Côte d'Ivoire-là n'arrive pas à régler le problème de l'Ivoirien que je connais? Comment cette Côte d'Ivoire, qui représente 43% du moteur de l'UOMOA, n'arrive pas à régler le problème de l'Ivoirien que je connais? Comment cette Côte d'Ivoire, que nous connaissons tous, n'arrive pas à comprendre que nous avons de véritables problèmes? Et il fallait réfléchir à la Côte d'Ivoire. Il fallait mettre devant nous la réflexion économique sur la Côte d'Ivoire. Et de nos idées que nous avons posées dans ce livre entretien, c'est notre rêve de la Côte d'Ivoire. Et j'ai compris que, en réalité, ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas, mais c'est parce que la Côte d'Ivoire n'est plus repensée. Nous devons repenser la Côte d'Ivoire. Repensons la Côte d'Ivoire économiquement. Parce que la Côte d'Ivoire qui a produit le café cacao en 1960
ne peut plus être cette Côte d'Ivoire avec l'économie de matières premières, régler le problème des Ivoiriens. En 1960, nous étions 14 millions d'habitants. Il faut repenser la Côte d'Ivoire. Repenser la Côte d'Ivoire même sur le plan administratif. Pourquoi sur le plan administratif? Je pense que le développement doit revenir au centre du débat en Côte d'Ivoire. Et pour que le développement revienne au centre du débat en Côte d'Ivoire, nous devons pousser la décentralisation un peu plus loin. En créant des provinces autonomes. Des provinces parce que la Côte d'Ivoire du Nord n'a pas les mêmes problèmes de développement que la Côte d'Ivoire du Sud. Ramenons le développement au plan local. Discutons de façon locale, avec une assemblée, pour voir quels sont les besoins de développement. On ne peut pas être dans un gouvernement central et régler tous les problèmes de développement de façon locale. Mais quand on crée des entités de décentralisation, poussons la décentralisation plus loin en créant une autonomie au niveau fiscal, pour qu'il y ait des taxes qui restent de façon locale. Il faut provincialiser la Côte d'Ivoire. Créer des grands blocs, 5 grands blocs, pour que, ensemble, les enfants de chaque province réfléchissent à leur plan de développement. Il faut que chaque territoire de la Côte d'Ivoire puisse bénéficier d'une taxe locale. Parce que quand tu connais la Côte d'Ivoire, tu sais que de la même façon, à l'ouest, il y a du cacao. De la même façon qu'à l'est, il y a du cacao. À l'est, nord-est, avec la nacane. Au nord, avec du coton. Avec le diamant, avec l'or. Au centre, avec le service. Tu sais qu'il n'existe aucun territoire de la Côte d'Ivoire qui n'a pas une richesse qu'on peut développer au niveau local. Nous devons provincialiser la Côte d'Ivoire. Et je l'ai toujours pensé. Notre pays n'est pas assez grand pour arriver à la fédération, mais nous pouvons la provincialiser en créant une autonomie. Il faut repenser la Côte d'Ivoire économique. Est-ce que l'économie de matières premières peut pousser encore au développement? Nos parents ont vécu du DUS, le droit unique de sortie. 220 francs sur le kilo de cacao, ça suffit. Mais quand tu regardes, pour nous qui travaillons sur le matière et sur le marché financier, souvent quand tu regardes le coût du cacao, et que tu vois que le coût du cacao est payé à 1000, 2000, 2000, 3000 francs CFA, et que tu vois que c'est seulement 220 francs qui revient à la Côte d'Ivoire, tu te poses la question, mais pourquoi ils ne voient pas ce que nous voyons? Il faut quoi pour pouvoir arriver à ça quand on est premier producteur mondial? Arrêtons de vendre les matières premières. Passons à un autre niveau. Le premier niveau de l'industrialisation. Nous pouvons commencer à même arriver à la semi-industrialisation et nos enfants vont passer à l'industrialisation. En 1960, ils ont vendu les fèves. En 2020, nous ne pouvons pas continuer de vendre des fèves. Pensons à une Côte d'Ivoire industrielle. Le chômage, nous l'avons présenté, nous avons parlé du chômage. Oui, il y a du chômage en Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'on peut proposer que nous allons créer des emplois pour tous les jeunes? Ce n'est pas possible. Dire qu'on est capable de pouvoir créer des emplois pour tous les jeunes en Côte d'Ivoire, dire qu'on est capable de créer 10 millions d'emplois, ce n'est pas la vérité. La solution du chômage, c'est l'entrepreneuriat. Celui qui veut un emploi, qui le crée soi-même. L'État se doit de pouvoir accompagner en mettant en place des mesures qui incitent à la création des entreprises. L'État se doit d'accompagner. Quand tu parles de création d'emplois, les Ivoiriens, la jeunesse ivoirienne, les femmes ivoiriennes te disent « Mais nous n'avons pas d'argent pour financer. » Oui, le rôle de l'État, c'est de mettre en place la Banque nationale de l'entrepreneuriat. Pas un fonds. Nos États ont mis en place des fonds. Un fonds ne doit pas prêter. Un fonds garantit. Une banque prête. Un fonds ne peut pas prêter de l'argent. Un fonds garantit. Mais la banque est prête. Il faut une banque qui va créer, qui va aider à créer l'entrepreneuriat. La Banque nationale de l'entrepreneuriat. On peut nous poser la question de savoir, mais comment financer, où trouver de l'argent pour pouvoir financer cette banque? Mais revoyons le différentiel sur nos matières premières. Il y a des taxes sur nos matières premières qui ne servent à rien. Revoyons les différents budgets, le gouvernement budgétivore. Revoyons le fait
On n'a pas besoin d'être président de la République. On n'a pas besoin de venir à 70 à une mission de 3 jours. Revenons dans le fait que nos pays n'ont pas besoin d'institutions budgétivores. On ne peut pas avoir le Sénat, l'Assemblée nationale, on ne peut pas avoir la grande médiature. On n'a pas les moyens de ça. Revoyons nos priorités. Et je suis sûr que nous trouverons de l'argent pour pouvoir financer un emploi. Un voyage d'Abidjan, Côte d'Ivoire à 70 personnes. Ça fait combien? Nous pouvons trouver l'argent si rechercher de l'argent pour l'emploi des jeunes est une priorité. Donc revoyons d'abord nos priorités. Nous devons repenser la Côte d'Ivoire. Nous devons arrêter de croire que le binôme café-cacao qui s'est occupé de nos parents peut continuer de s'occuper de nous. Nous pouvons développer d'autres pans de l'économie. J'ai eu la chance de visiter plusieurs pays qui vivent que du tourisme. Mais j'ai aussi eu la chance. Je me rappelle quand j'étais à Grand Bérébi en tournée. J'ai découvert des plages encore qui ont du sale fin avec de l'eau bleue. J'ai découvert des plages au fin fond de Tabou qui ont encore la possibilité, mais un tourisme grand. Mais le tourisme est un pan de l'économie que nous devons développer. Le service, nous pouvons le développer. Souvent on le dit, on le critique, la France a quelle matière première, la France a ceci, mais la France vit de services. Mais nous devons aussi développer une administration capable de pouvoir créer de l'emploi. Nous devons repenser notre pays. Revoir la Côte d'Ivoire. Mais vous voyez, quand tu rêves, parce que c'est le rêve que j'ai pour mon pays, c'est ma pensée que j'ai pour mon pays. Mais est-ce que tu peux penser, rêver pour ton pays, lorsque chaque soir quand tu vas te coucher le matin, tu te réveilles et tu ne sais pas quelle est la nouvelle que tu vas apprendre quand tu regardes ce qui se passe? La Côte d'Ivoire. Je parle de la Côte d'Ivoire avec le cœur parce que, en réalité, c'est le seul lopin de terre que nous avons. Si nous perdons la Côte d'Ivoire, nous n'avons plus. Nous n'avons pas de maison à Amougé. Nous n'avons pas de maison là-bas. Nous n'avons pas autre chose que la Côte d'Ivoire, que Daloa, que Yamsoko, que Boaké, que Korogo. Mais pour que cette Côte d'Ivoire-là, Côte d'Ivoire qui constitue notre rêve, Côte d'Ivoire qui fait pleurer notre cœur, la Côte d'Ivoire pour qui nous avons sacrifié 9 années de notre vie en étant en exil. Mais pour que cette Côte d'Ivoire arrive, il faut des institutions fortes. Il faut des vraies lois. Il faut des hommes qui respectent leurs paroles, respectent les institutions de nos pays. Les institutions que nous nous donnons. Et je suis sûr et certain, quand je vois mon ami Cyril Ben Simon, je suis sûr qu'il est là pour écouter l'actualité, parce que malheureusement, en Côte d'Ivoire, l'actualité politique est venue dépasse l'intérêt de l'actualité de l'Ivoirien lambda. L'Ivoirien qui se trouve au fin fond de Korogo, au fin fond de Guiglo. Mais en réalité, quand il cherche à savoir qui sera le président, en réalité, il cherche à savoir qui va venir régler son problème. Il cherche à savoir comment il va avoir la possibilité d'avoir 3 repas par jour. Il cherche à se poser la question, qui va venir régler le problème parce que les centres de santé qui manquent dans nos pays, qui va venir régler le problème parce qu'il est fatigué de lire les grands programmes écrits avec 5 CHU, 5 universités? Non. Est-ce que vous savez, pour mes amis de la presse, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui encore en 2020, il y a des gens qui meurent à la couche? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui meurent par le paludisme? Vous savez pourquoi nous, le corona, on a regardé? En fait, ça ne nous a pas fait parce qu'on est habitué. On est habitué. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous vivons. Il n'y a pas d'hôpitaux, c'est notre habitude. J'aime la Côte d'Ivoire. J'aime la Côte d'Ivoire. Mais la politique est en train de détruire notre pays.
J'aime la Côte d'Ivoire, mais les périodes des élections continuent de faire peur aux Ivoiriens. Quand il s'agit d'élections, nous avons peur. Quand il s'agit d'élections, nous nous posons la question de savoir est-ce que la crise va revenir? Nous devons tourner la page des crises. Nous avons tellement à faire. C'est pour ça que, vous savez, sur l'actualité, c'est vrai que je suis venu parler de mon livre, mais je continue de me battre dans ce combat. Pourquoi? Je me bats parce que la Côte d'Ivoire dont je rêve ne peut pas exister si nous n'avons pas un socle solide, si nous n'avons pas de réconciliation. La Côte d'Ivoire dont je rêve ne peut pas exister si nous n'avons pas la cohésion sociale dans notre pays. La Côte d'Ivoire dont je rêve ne peut pas exister si chaque année, à chaque fois qu'il y a des élections, on revient à zéro. Et 2020 doit être la fin de toutes ces crises-là. Il faut comprendre que chaque année, il y a des crises. Mais la crise de 2020, elle est toute simple. La crise de 2020 est née du fait que quelqu'un a écrit lui-même sa propre constitution. Il a écrit sa propre constitution. Et il viole sa propre constitution. Je peux comprendre que tu discutes avec une constitution dont tu hérites, mais pas une constitution que tu inspires. Le troisième mandat est anticonstitutionnel. Je ne le dis pas parce que j'aime pas ou je suis opposant. C'est ceux qui l'ont écrit. Ils sont encore là, les experts qui ont écrit cette constitution. Ils l'ont dit partout. Que pas parce que M. Ouattara ne peut pas, parce qu'il ne... C'est pas parce qu'il ne veut pas. Il ne peut pas selon la constitution. On ne peut pas en mars respecter la constitution, dire qu'on ne va pas briguer un troisième mandat. Et en août, venir dire qu'on brigue un troisième mandat. Parce que le soir a décidé de... Bon, ce n'est quand même pas... Quel type de candidat tu seras? Un candidat par héritage? C'est pas possible. Respectons nos institutions. Le troisième mandat est problématique. Mais quelle que soit la position que tu as, le troisième mandat est problématique. À partir du moment où nous discutons, nous ne tombons pas d'accord dessus, le troisième mandat est problématique. Et quand un problème se pose, quand une situation est problématique, on se pose et on parle. On ne force pas. On ne joue pas les Django comme on le dit à Abidjan. On parle. Nous devons nous asseoir pour parler. Nous sommes en septembre. Le monde entier voit ce que le RDR refuse de voir. Nous sommes en septembre. À 1 mois et demi des élections, d'après eux. Regardez ce qui se passe. Mais pourquoi vouloir forcer dans quelque chose là où nous savons que nous allons droit dans le mur? Et je voudrais appeler les amis de la Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'on commence à repenser les résolutions. Commençons à éviter d'allumer le feu que d'éteindre le feu. Le schéma est tout simple. En force, violence, crise post-électorale, comité de médiation. Voir Abidjan, on s'assoit, on parle. Mais pourquoi on ne peut pas parler avant qu'il y ait le feu? Parlons pour éviter le feu cette fois-ci. Ceux qui sont les amis de la Côte d'Ivoire, joignez votre voix à la nôtre. Et demandons tous à Ouattara, reporte les élections. Reporte les élections. Et mettons en place un dialogue politique inclusif. Asseyons-nous et discutons. Un dialogue politique inclusif qui sera sous l'égide de l'Union africaine. Parce qu'on n'a plus confiance entre nous. Nous n'avons plus confiance entre nous. Ce dialogue-là doit prendre le temps nécessaire pour régler tous les problèmes liés aux élections. La commission électorale indépendante. On l'a dit, la Cour africaine. Il faut réformer la commission électorale indépendante jusqu'à dans les bases. La liste électorale. Sur la liste électorale, il existe des gens qui sont nés en 1800. Sur la liste électorale, il y a des gens qui sont morts, qui sont encore présents sur la liste électorale. Sur la liste électorale, il y a des Ivoiriens qui ont 2 ans qui sont présents sur la liste électorale.
Donc la liste électorale pose un problème. Le découpage électoral, il pose un problème. On ne peut pas décider d'exclure. M. Ouattara ne peut pas parler d'exclusion. Il a fait toute sa politique sur l'exclusion. On ne veut pas de moi parce que je suis. On ne veut pas de moi parce que je suis. Tu ne peux pas avoir crié, pleuré à l'exclusion et aujourd'hui venir exclure des Ivoiriens. On ne peut pas exclure Gbagbo Laurent. On ne peut pas exclure Soro Diop. On ne peut pas exclure Charles Blé Goudé. Ce n'est pas possible. Faire ça, c'est vouloir créer de la crise. Et c'est tous ces problèmes-là. Nous devons nous asseoir pour dialoguer, pour parler. Le dialogue, c'est l'âme des forts. Et quand tu décides de dialoguer, c'est parce que tu es obligé et tu acceptes de pouvoir concéder certaines choses et recevoir d'autres choses. Le dialogue dont je parle, ça serait un dialogue de... Il n'y aura pas de plus fort. Il y aura certaines personnes qui vont concéder, il y aura certaines personnes qui vont recevoir, mais ce dialogue-là doit sauver la Côte d'Ivoire. Ce dialogue-là doit sauver la Côte d'Ivoire afin que nous ayons des élections inclusives et une élection qui va faire gagner la démocratie dans notre pays. Pour que, au sortir de cette élection-là, on puisse maintenant penser à la Côte d'Ivoire. Penser aux Ivoiriens qui ne font que subir la politique. Pensez aux Ivoiriens qui aiment la Côte d'Ivoire, mais qui à chaque fois se retrouvent morts. Il y a trop de morts en Côte d'Ivoire. Mais on peut le dire, et je le dis. Je le dis aisément ici, parce que je ne crains pas d'être arrêté. Regardez ce qui est arrivé à Pulchéry Balé. Le droit de manifester se retrouve aujourd'hui en prison dans des conditions difficiles. Pourquoi? Parce qu'elle a manifesté. Regardez ce qui arrive au jeune Serge Kofi. Avec son téléphone, l'activisme, comme on le fait partout, se retrouve aujourd'hui en train de mourir dans les prisons de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il a manifesté. Parce qu'il a donné sa volonté. Quand on nous parle, quand est-ce que tu mets fin à l'exil? Mais je mettrai fin à l'exil lorsque la Côte d'Ivoire aura réuni des conditions nécessaires pour que je puisse dire ce que je pense et être libre de pouvoir exprimer mon opinion. Chers amis, j'ai mal. J'ai mal de voir mon pays souffrir. J'ai mal de voir que je porte ma vision, je porte mes réflexions, mais j'aimerais pouvoir présenter mes réflexions aux Ivoiriens et que les Ivoiriens jugent. J'aimerais poser devant les Ivoiriens ce que je pense. J'aimerais aller vers des Ivoiriens pour pouvoir les joindre à cette pensée-là. C'est un rêve. Il peut s'accomplir comme le passé. Mais je veux donner mes idées. Je veux contribuer au développement de mon pays. Mais pour pouvoir y arriver, sauvons la Côte d'Ivoire. Sauvons la Côte d'Ivoire de la prochaine crise. Et qu'un jour, on puisse pouvoir parler de moi, de toi, de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.